Donald Trump n'en a pas fini avec l'Iran. Alors que les manifestations dans le pays se sont calmées, réprimées dans le sang par le régime islamique, les États-Unis ont déployé une importante flotte militaire et un porte-avions près de l'Iran. Trump dit vouloir trouver un accord et menace autrement de frapper le pays. Mais alors une guerre entre les États-Unis et l'Iran est-elle en approche? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour, disponible sur YouTube et en podcast. Avant toute chose, il est important de remettre un petit peu de contexte pour bien comprendre la situation. L'Iran, c'est un pays de plus de 90 millions d'habitants qui se situe en Asie de l'Ouest, et le 28 décembre dernier, des protestations ont eu lieu à Téhéran, la capitale. Initialement, il s'agissait de commerçants qui protestaient contre le coût de la vie dans le pays, mais les manifestations se sont ensuite propagées dans plusieurs villes et se sont véritablement transformées en un mouvement plus global appelant à la chute du régime islamique qui dirige le pays depuis 1979 et exerce une répression massive. Ces manifestations, elles ont très fortement été réprimées dans le sang par les autorités qui affirment aujourd'hui que 3117 personnes sont mortes dans le cadre de ces manifestations, mais ce chiffre serait en réalité beaucoup plus élevé selon de nombreux médias et ONG qui estiment que plus de 30 000 personnes auraient été tuées. Alors maintenant qu'on sait tout ça, quel est le rapport avec les États-Unis, l'Iran étant depuis l'arrivée du régime islamique l'ennemi juré des États-Unis? Eh bien, peu après le début des manifestations, le président américain Donald Trump a menacé le pouvoir iranien de frapper durement l'Iran si des manifestants venaient à être tués. Finalement, aucune attaque n'a eu lieu sur le moment et les analystes soulignent que Donald Trump serait revenu sur sa position après que le gouvernement iranien aurait annulé plus de 800 exécutions de manifestants détenus. Pour autant, ce revirement avait été mal vécu par un certain nombre d'Iraniens. Mais depuis quelques jours, les États-Unis semblent de nouveau chercher à faire pression sur le pays. Depuis lundi dernier, l'USS Abraham Lincoln, l'un des porte-avions des États-Unis qui est aussi l'un des plus grands navires de guerre du monde, est stationné dans le golfe Persique, au large de l'Iran, et il est accompagné de plusieurs navires de guerre et avions de chasse américains. Donald Trump affirme notamment qu'il s'agit d'une flotte plus importante que celle envoyée au Venezuela et qu'elle serait prête, je cite, à accomplir rapidement sa mission avec rapidité et violence si nécessaire. Il assure également que d'autres navires sont déjà en route. Mais alors, pourquoi Donald Trump cherche-t-il à faire pression sur l'Iran? Ce mercredi, le président des États-Unis a affirmé sur son réseau Truth Social espérer que l'Iran accepte rapidement de négocier un accord avec les États-Unis concernant le programme nucléaire iranien. En fait, les États-Unis accusent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire, ce que l'Iran dément, assurant vouloir développer le nucléaire civil et non pas militaire. En juin dernier, les États-Unis et Israël avaient d'ailleurs bombardé 3 installations nucléaires iraniennes, affirmant avoir considérablement réduit les chances de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. L'Iran, de son côté, avait assuré que le pays n'avait pas subi de coup dur concernant son programme nucléaire, car les matières premières avaient déjà été retirées des installations. De son côté, Rafael Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait estimé, faute d'accès complet aux installations concernées, que les bombardements avaient causé des dommages importants, mais pas complets. En tout cas, Donald Trump assure qu'une nouvelle attaque des États-Unis serait bien plus importante que les bombardements de l'été dernier. Alors face à ces nouvelles menaces, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran était ouvert à un accord nucléaire mutuellement avantageux, juste et équitable, tout en affirmant vouloir garantir les droits de l'Iran à une technologie nucléaire pacifique, en l'absence donc d'armes nucléaires. Pour autant, il a aussi insisté sur le fait que les forces iraniennes sont, je cite, prêtes, le doigt sur la gâchette, à répondre immédiatement et avec force à toute agression contre notre chère terre, notre espace aérien et nos eaux territoriales. Selon la BBC, plusieurs déploiements américains ont aussi eu lieu vers des bases états-uniennes dans la région, à savoir en Jordanie, au Bahreïn ou encore au Qatar. Les Émirats arabes unis, alliés des États-Unis, ont eux publiquement affirmé qu'ils ne permettraient pas que leur territoire soit utilisé pour toute action militaire hostile contre l'Iran. En représailles, des groupes affiliés à l'Iran, comme le Hezbollah libanais ou encore les Houthis du Yémen, ont aussi juré de riposter à toute attaque contre l'Iran, et des pays de la région, comme l'Égypte ou le Qatar, ont eux appelé à la désescalade. Au-delà du nucléaire, certains analystes estiment que les États-Unis chercheraient aussi à affaiblir le régime des Mollahs en place depuis des décennies. Les Mollahs, largement opposés aux États-Unis, sont notamment alliés à de nombreux ennemis des États-Unis et financent plusieurs groupes armés dont on parlait, comme le Hezbollah ou les Houthis, qui s'en prennent régulièrement aux intérêts américains en représailles. Mais une attaque serait complexe et risquée, elle pourrait perturber les exportations mondiales de pétrole et de gaz, l'Iran contrôlant en partie le détroit d'Ormuz, un couloir maritime stratégique par lequel passent notamment les exportations de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou encore des Émirats arabes unis. En tout cas, en parallèle de tout ça, et c'est aussi important de le noter, face aux répressions du pouvoir iranien, l'UE a annoncé ce jeudi avoir agrandi sa liste des organisations terroristes. Les pays membres de l'UE, dont la France, considèrent donc désormais les gardiens de la révolution, donc les soldats d'élite placés sous les ordres du guide suprême iranien, comme une organisation terroriste. De son côté, après une longue hésitation, la France a affirmé
soutenir cette proposition. Selon plusieurs analystes, l'hésitation tenait à la crainte de détériorer les relations avec l'Iran et donc de rendre plus difficile toute négociation. Mais d'autres organisations estiment que c'est nécessaire au regard des massacres commis. L'Iran avait de son côté déjà mis en garde, je cite, contre des conséquences destructrices si l'UE décidait de cette inscription. Cet après-midi, l'Union européenne a en tout cas aussi annoncé avoir sanctionné plusieurs hauts responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur et des dirigeants des gardiens de la Révolution. Alors c'est un sujet très large dont on aura l'occasion de reparler. La situation risque d'évoluer rapidement dans les prochains jours. On suivra ça. En tout cas, je vous laisse avec Samy pour le reste des actualités importantes du jour. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Aux États-Unis, le secteur du tourisme traverse une période difficile alors qu'il représente près d'un emploi sur 10 direct et indirect dans le pays. Selon une étude de World Travel and Tourism Council, les États-Unis pourraient enregistrer jusqu'à 4,7 millions d'arrivées internationales en moins dès 2026, soit une baisse de 23,7% des arrivées en provenance des pays éligibles à l'ESTA en 2026. L'ESTA, c'est une autorisation en ligne pour pouvoir voyager aux États-Unis sans visa, et cette situation pourrait donc mener à une baisse des dépenses des visiteurs de 15,7 milliards de dollars, ce qui pourrait impacter économiquement le pays, et elle menacerait aussi 157 000 emplois aux États-Unis. Alors cette baisse du tourisme peut s'expliquer par plusieurs raisons, notamment les droits de douane imposés par Donald Trump, le climat politique actuel, la hausse du coût de la vie, l'augmentation des frais de visa, donc l'ESTA, etc. Mais c'est surtout l'obligation pour les visiteurs étrangers exemptés de visa, dont les Français, de transmettre 5 années d'historique de leur activité sur les réseaux sociaux qui inquiètent le plus. En France, les voyages organisés vers les États-Unis ont chuté de 14,6% entre novembre 2024 et octobre 2025, d'après les chiffres du syndicat des entreprises du tour operating, et fin décembre, les réservations pour l'été 2026 étaient même en baisse de plus de 29%. Deuxième actu, la contamination des êtres humains et de leur environnement par les PFAS, aussi appelés les polluants éternels, pourrait coûter jusqu'à 1700 milliards d'euros à l'Union européenne d'ici à 2050, selon une étude publiée ce jeudi par la Commission européenne, l'une des instances de l'UE. Les PFAS sont des produits chimiques fabriqués par l'homme, présents dans des objets du quotidien comme les poêles, les emballages alimentaires ou encore les vêtements, et ils persistent longtemps dans l'environnement et peuvent nuire à la santé, provoquant des cancers, des dysfonctionnements hormonaux et immunitaires, mais aussi une puberté précoce ou retardée, de l'obésité ou encore de l'endométriose, une maladie gynécologique. D'après l'étude, le coût de la pollution aux PFAS dans l'espace économique européen pourrait varier entre 330 milliards et 1700 milliards d'euros selon les scénarios d'ici 2050. La fourchette la plus haute concerne l'hypothèse où les PFAS restent autorisés, mais avec des normes plus sévères et plus protectrices. Résultat, il faudrait dépolluer beaucoup de sites contaminés, ce qui demanderait 1700 milliards d'euros d'ici 2050. Le scénario le plus optimiste, mais aussi le moins coûteux, concernerait le cas où les PFAS sont interdits dans l'UE, un projet à l'étude depuis 2023, mais qui est contesté par le lobbying industriel. S'il est appliqué, les émissions de PFAS pourraient cesser d'ici à 2040 et ils pourraient disparaître du sang des Européens d'ici 2 à 10 ans, et le coût total de ce projet est alors estimé à 330 milliards d'euros. En tout cas, la Commission européenne doit présenter une proposition de loi pour interdire les PFAS d'ici la fin de l'année, on suivra ça. Troisième actu, les Pays-Bas ont été condamnés par la justice néerlandaise à mieux protéger l'île de Bonaire, un territoire des Pays-Bas situé dans les Caraïbes. Selon une étude de l'Université libre d'Amsterdam, jusqu'à 1/5 de l'île pourrait être gravement menacée d'ici la fin du siècle par la montée du niveau de la mer, l'érosion côtière et la multiplication des tempêtes qui sont des conséquences directes du réchauffement climatique. Des habitants de Bonaire ont donc porté plainte contre l'État néerlandais avec le soutien de l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace. Ils demandent notamment la construction de brise-lames pour limiter la force des vagues et la restauration de mangroves qui protègent naturellement les côtes. Le tribunal a donc donné 18 mois au gouvernement néerlandais pour élaborer un plan d'adaptation climatique incluant Bonaire qui devra être mis en œuvre à partir de 2030. Le juge a estimé que l'État néerlandais traitait les habitants de Bonaire différemment de ceux des Pays-Bas, sans justification valable, notamment en matière de protection face au changement climatique. De son côté, le gouvernement des Pays-Bas a déclaré prendre le jugement, je cite, très au sérieux et s'est engagé à prendre des mesures. Quatrième actu, en France, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité ce mercredi soir un texte visant à mettre fin à la notion de devoir conjugal. Le devoir conjugal, c'est une ambiguïté juridique qui signifie qu'il y aurait une obligation d'avoir des relations sexuelles au sein d'un couple marié. Actuellement, le Code civil prévoit 4 obligations des époux: la fidélité, le secours, l'assistance et la communauté de vie, mais il ne consacre aucun devoir d'avoir des relations sexuelles. La notion de devoir conjugal n'est donc pas inscrite directement dans la loi, mais elle découle de l'interprétation que certains juges font de la loi en la reliant au devoir de communauté de vie entre époux. Ça a par exemple permis à des tribunaux de considérer le refus de relations sexuelles comme un motif de divorce, jusqu'à la condamnation de la France en janvier 2025 par la Cour européenne des droits de l'homme, la plus haute juridiction européenne. L'objectif de ce texte, c'est donc de s'assurer que cette lecture de la loi soit interdite. La notion de consentement
consentement serait alors inscrite au cœur du mariage. Si le texte est adopté par le Sénat, la loi pourrait être promulguée avant l'été 2026, on suivra ça. Cinquième actu, 15% des élèves de CM1, CM2 déclarent avoir déjà été victimes de voyeurisme et 8% déclarent avoir été embrassés de force en France. C'est la conclusion d'une enquête de l'Observatoire national des violences faites aux femmes et de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance publiée ce mercredi. Selon cette enquête, 15% des filles et 12% des garçons de CM1, CM2, donc âgés de 9 à 10 ans, rapportent avoir subi au moins une forme de violence sexuelle. Elle précise que ces violences apparaissent dès l'école élémentaire et s'intensifient à l'adolescence. Au collège, le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux touche près d'un tiers des collégiennes. Au lycée, ce sont surtout les filles qui sont surreprésentées parmi les victimes. Une lycéenne sur 10 s'est déjà absentée par peur. Le gouvernement appelle donc à renforcer la régulation des plateformes de réseaux sociaux et à vérifier la bonne application du programme d'éducation à la vie affective et à la sexualité par tous les établissements. Les élèves doivent théoriquement bénéficier de 3 séances par an d'éducation à la vie affective et à la sexualité, de la maternelle au lycée. En tout cas, concernant les plateformes, on en a beaucoup parlé, mais une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été adoptée par l'Assemblée nationale. Elle sera présentée au Sénat courant février. Et on termine avec cette actualité. Une centaine d'espèces animales marines vieilles de 512 millions d'années ont été découvertes dans le sud de la Chine, selon un article publié ce mardi dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Les chercheurs ont collecté plus de 50 000 fossiles, donc des restes ou des traces d'êtres vivants anciens conservés dans la roche pendant des millions d'années. Et parmi eux, il y a 153 espèces, dont 91 étant jusque-là encore inconnues, notamment des ancêtres directs des vers, des coraux ou encore des méduses. Ce qui est majeur dans cette découverte, c'est que les fossiles sont remarquablement bien conservés, des branchies, des intestins ou encore des yeux ont notamment pu être retrouvés. Baptisé, je cite, biote de Yuayan, d'après le nom de la province dans laquelle ces espèces ont été découvertes, cet ensemble constitue la première grande découverte de fossiles mous datant de l'après-extinction de Sinsk. En gros, il y a 540 millions d'années, une chute d'oxygène avait causé la perte de près de la moitié des espèces de la surface de la Terre. Bref, c'est une découverte majeure sur une période encore peu connue de l'histoire de la vie sur Terre. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il est aussi disponible en version newsletter à l'écrit, c'est totalement gratuit. Le lien est en description, vous recevez la newsletter par mail. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.